Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle matinale Histoire crépue. J'ai ma super bibliothèque construite sur mesure par Jérôme Devienne. Je suis dans mon atelier où je vais pouvoir réaliser la majorité de mes prochains live Twitch à Artagon. Aujourd'hui, on va parler de chlordécone. Il faut savoir qu'il y a un non-lieu dans l'affaire du chlordécone. Si vous ne savez pas ce que c'est, pas de souci, on va essayer de l'expliquer le plus simplement possible. Le petit livre de Malcolm Ferdinand derrière. Effectivement, tu as bien vu, il y a un livre de Malcolm Ferdinand juste derrière dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, on va parler d'écologie décoloniale. Pour vous présenter rapidement le sujet, je vais d'abord commencer par une intro via un article que j'avais écrit il y a très longtemps et que vous avez peut-être déjà lu. C'était à l'époque où j'étais plus actif avec le mouvement Extinction Rebellion. J'avais écrit un article qui s'appelle « Pour une écologie décoloniale » et ça résonnait avec l'actualité. Je m'étais inspiré pour le titre du livre de Malcolm Ferdinand. C'est dans les plantations coloniales esclavagistes qu'ont été développées les premières monocultures massives. C'est pour extraire l'argent de la mine de Potosi que les colons espagnols provoquèrent l'effondrement des sociétés amérindiennes. C'est grâce aux compagnies coloniales que les sociétés par action et les premières bourses furent mises en place. C'est pour l'exploitation du caoutchouc que des milliers de mains furent coupées au Congo belge. C'est pour acheminer des minerais que 17 000 indigènes congolais périrent lors de la construction forcée du chemin de fer Congo-Océan. C'est pour garder un contrôle sur l'exploitation du nickel que la France maintient sa domination sur les Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Les métropoles coloniales ont contracté une dette écologique qu'il est urgent de reconnaître. Pourquoi je vous lis cette petite introduction ? Parce que parfois quand on parle d'écologie décoloniale surtout, les gens ne comprennent pas quel rapport entre les questions écologiques et la question de l'histoire coloniale. La colonisation et le colonialisme, ça se construit sur l'exploitation des peuples et surtout de leurs terres. La colonisation, son but premier, ça va être faire pousser des choses souvent par la monoculture ou par l'exploitation massive au bénéfice de la métropole. Donc ça va être des colons qui sont envoyés, qui font des énormes monocultures d'arachides, de blé, qui exploitent la forêt, le bois de la forêt, etc. Et tout ça va servir à enrichir la métropole et à être déplacé via des entreprises coloniales de transport de marchandises. Et c'est là qu'on voit les premières sociétés par action, les premières grandes compagnies multinationales se construisent à ce moment-là, au moment de la colonisation, qui vont transporter des matériaux, des matières premières, vers les métropoles ou vers d'autres colonies, mais tout ça au service des métropoles. Historiquement, la question de la destruction surtout de notre planète, elle est liée à l'entreprise coloniale. Je vais vous montrer le livre de Malcolm Ferdinand quand même. Il s'appelle « Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen » qui est sorti au Seuil. Et Malcolm Ferdinand a donné pas mal d'interviews de toute façon, donc si vous avez la flemme de lire, vous pouvez toujours aller écouter. Et il n'y a pas que Malcolm Ferdinand qui travaille sur cette question, on va avoir d'autres personnes ou d'autres collectifs. Autre chose qui est important à dire, c'est que les Antilles, on a parfois du mal à définir ce que c'est comme territoire, parce qu'on dit des outre-mer, et ces outre-mer sont les restes de l'empire colonial français. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à l'époque coloniale, Outre-mer, ça voulait dire colonie. C'est-à-dire qu'à l'époque où il y avait encore un ministère des colonies en France, parce qu'il y en a eu, oui, on appelait le ministère parfois seulement ministère des colonies, parfois c'était le ministère de la Marine, parfois c'était le ministère des colonies et des Outre-mer, parfois c'était le ministère des Outre-mer. Et les ministères, ils changent souvent de nom, mais le mot Outre-mer, il a toujours été synonyme de colonie. C'est pas un mot qui est arrivé après la colonisation. À l'époque même coloniale, on parlait déjà des Outre-mer. Ce qui s'est passé au moment où il y a eu les indépendances de la plupart des pays, notamment africains ou asiatiques, eh bien on a gardé seulement le mot Outre-mer. Mais si on revient sur l'histoire de ce mot, donc il est synonyme de colonie. Donc aujourd'hui, la France a toujours des Outre-mer qui n'ont pas forcément le même statut que les colonies de l'époque ou bien que les Outre-mer de l'époque coloniale, mais ça reste quand même de fait des colonies et on a beaucoup de questions à se poser sur la juridiction ou la manière dont l'État français traite ces territoires qui sont donc loin de l'Hexagone, loin de l'Europe. Voilà, la question coloniale, elle est d'autant plus juste quand on parle de ce qui se passe dans les Outre-mer, parce qu'elle est vraiment actuelle. Et même si les personnes ont la nationalité française, si vous allez dans les Outre-mer aujourd'hui, vous verrez que le traitement, aussi bien au niveau social, au niveau des lois, au niveau des prix des choses, des denrées, etc., des populations ultramarines, est très différent des populations de la France européenne. Et je voulais juste vous parler de deux livres rapidement. Il y a un livre qui s'appelle « Le tout-monde » d'Édouard Glissant. C'est important parce que ces prochains temps, vous allez beaucoup entendre le mot créolisation dans la bouche des politiques, notamment à gauche chez la France Insoumise, mais pas que. Et souvent, on a l'impression que ça fait référence à
l'idée de métissage et que la société devrait se métisser pour aller mieux et que si on est tous mélangés, la société sera parfaite, etc. La notion de créolisation, en réalité, elle vient d'Édouard Glissant et elle est beaucoup plus complexe que la notion de métissage comme solution au problème du racisme. En fait, la question de la créolisation, c'est comment est-ce qu'on construit une société, on construit une culture à partir d'un trauma initial, à partir d'une violence initiale, qui est la violence donc de l'esclavage et de la colonisation aux Antilles. Et c'est à partir de cet endroit-là que va naître une société créolisée, avec énormément de circulation, de mélange, de complexité dans comment sa population s'est constituée. Et c'est ça la créolisation. Enfin, j'en fais un résumé très rapide, hein. Il faut lire l'œuvre de Glissant qui est extrêmement complexe, qui est aussi complexe que ce que veut dire justement créolisation. Et donc, on va parler d'écologie décoloniale aujourd'hui. Aujourd'hui, la pollution coloniale, le capitalisme vert et le développement durable poussent les populations occidentales à trier individuellement leurs déchets. Une pression morale absurde quand on sait qu'une partie des déchets triés sont envoyés dans d'anciennes colonies telles que le Vietnam ou le Ghana. Ces pays n'ont pas la capacité de traiter une telle masse de déchets qui finissent dans d'immenses décharges à ciel ouvert. Pour développer son savoir-faire en termes nucléaires, la France a réalisé ses essais dans ces colonies, principalement en Algérie et en Polynésie française, qui souffrent encore aujourd'hui de cette pollution. Aussi, les sols de Guadeloupe et de Martinique ont été contaminés avec l'accord de l'État pour soutenir la production intensive de bananes destinées à l'exportation. Sans terre cultivable, les habitants et les habitantes dépendent plus que jamais des produits d'importation. Il y a une histoire de la pollution coloniale, il y a aussi une actualité de la pollution coloniale. Et donc avant d'arriver à la question du chlordécone, il y a la question du nucléaire en Polynésie. Il y a un documentaire de 52 minutes sur la chaîne LCP, la chaîne parlementaire. On pourra peut-être le regarder ensemble en live, un de ces quatre, parce qu'il faut savoir que sous la présidence de De Gaulle, la France se dote de la force de dissuasion nucléaire convoitée depuis le début de la Ve République. À quel prix? Les 193 essais nucléaires réalisés de 1966 à 1996 en Polynésie, dans les atolls de Fangatofa et Mururoa, ont bouleversé l'existence des Polynésiens, contaminant certains par les retombées toxiques, dégradant les écosystèmes fragiles dans lesquels des déchets radioactifs ont été hâtivement jetés à la mer. Si aujourd'hui la France est une puissance militaire capable d'avoir une arme de dissuasion comme l'arme nucléaire, c'est au prix de cette pollution coloniale. Une autre enquête qui est vraiment intéressante à aller suivre, c'est par rapport aux essais nucléaires français en Algérie. Une enquête de l'ICAN, l'Observatoire et de l'Observatoire des armements, qui s'appelle « Les déchets des essais nucléaires français en Algérie, sous le sable, la radioactivité ». Analyse au regard du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Quelles sont les dates des essais nucléaires ? Le matériel contaminé volontairement enfoui dans le sable, etc., etc. Et là, vous avez tout un historique de ces essais nucléaires en Algérie qui continue à polluer l'Algérie aujourd'hui, puisque vous savez que le nucléaire, c'est difficile de s'en débarrasser. Jojo 92-97, sachant qu'à la base, le créole désignait les Blancs aux Antilles. Effectivement, un autre document que je vous conseille, l'uranium de la France-Afrique, voyage au pays des dunes et des becquerels, un mini-dossier que vous trouverez sur Cairn, CAIRN.info, une analyse des déchets nucléaires enfouis à Arlit, au Niger, parce qu'il faut savoir que même aujourd'hui, pour subvenir à nos besoins énergétiques en uranium, pour faire fonctionner nos centrales nucléaires, on utilise aussi de l'uranium qui vient d'un pays qui est une ancienne colonie française, qui est donc le Niger. Je vais vous lire un petit paragraphe. Une ville entourée de déchets radioactifs. Arlit, c'est ma ville. C'est là qu'on extrait la richesse du pays. On l'appelle Petit Paris. J'aimerais que ce soit vraiment le cas. On a l'impression qu'elle est entourée de montagnes, comme celles auprès desquelles les Touaregs s'installent pour se protéger du vent du désert. Mais ces montagnes ont été créées de toutes pièces. Elles sont composées de l'accumulation des déchets radioactifs issus de l'extraction. Avant la mine, Arlit était un campement Touareg. Elle compte aujourd'hui 140 000 habitants. Toutes les ethnies du Niger s'y mélangent, ainsi que d'autres nationalités d'Afrique. On rencontre aussi pas mal de migrantes et de migrants qui s'y arrêtent pour travailler un peu, dans l'espoir de continuer leur chemin vers l'Europe. Arlit est organisée en 2 cercles concentriques. Il y a la cité des travailleurs composée d'ouvriers, de cadres et d'expatriés, et le quartier des bidonvilles qui forme actuellement la plus grosse partie de la ville. Dans la cité des travailleurs, il y a l'eau courante et l'électricité gratuite, des cercles de loisirs. Tout est financé par Areva. Pendant le tournage, nous avions été choqués de voir des points lumineux au loin lors d'une coupure d'électricité. Une centrale alimentait la cité des travailleurs, tandis que les gens des bidonvilles en étaient privés. Au lieu de profiter de cette énergie, ils en tombaient malades. Ça, c'est un mini-dossier qui date de 2020. Donc vous voyez que c'est une situation encore très récente. Il y a un documentaire d'ailleurs de France TV, L'uranium de la colère, du Niger à Narbonne, dans la série Vert de rage. Mais aujourd'hui, on va parler du
Chlordécone. C'est un sujet extrêmement important parce que l'État vient de prononcer un non-lieu judiciaire. Il y a un article de Mediapart qui est sorti donc le 9 janvier 2023, Chlordécone aux Antilles. Le non-lieu judiciaire alimente la défiance vis-à-vis de l'État français. Le non-lieu rendu dans l'affaire de ce pesticide qui a empoisonné les Antilles françaises pour plusieurs siècles accentue le sentiment d'impuissance généralisée face à un fléau accusé de provoquer des cancers de la prostate. La réponse des autorités semble bien insuffisante. Les colères sont sourdes et impuissantes. L'ordonnance de non-lieu, rendue le 2 janvier par la justice dans l'affaire du scandale du chlordécone, a été accueillie dans un calme relatif. Alors qu'on aurait pu s'attendre à des manifestations populaires, seuls quelques communiqués d'élus ou des prises de position outrées de personnalités influentes ou plus anonymes sur les réseaux sociaux ont été relayés. Ça n'est pas une surprise. Cette décision nous pendait au nez depuis déjà longtemps. Il y a un effet d'accoutumance, constate Jeanne-Marie Flower, écologue et vice-président de l'association guadeloupéenne Vivre, qui s'était constituée partie civile. En novembre 2022, le procureur de Paris avait déjà annoncé dans le quotidien France Antilles avoir requis un non-lieu en raison de la prescription des faits. Dans leur décision, les juges d'instruction écrivent s'être heurtés à la difficulté de rapporter la preuve pénale des faits dénoncés commis 15, 10 ou 30 ans avant le dépôt de plainte. Et rappellent l'état des connaissances scientifiques à l'époque, un décalage constituant un problème récurrent dans les dossiers de santé publique. Mais elle parle aussi d'un scandale sanitaire et d'une atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affectent et affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants des Antilles. Elle cible en outre les comportements asociaux de certains acteurs économiques de la filière banane qui ont été relayés et amplifiés par l'imprudence, la négligence, l'ignorance des pouvoirs publics. Et là, on nous renvoie vers l'intégralité de l'ordonnance qui a été publiée sur le site Mediapart. La justice qui dit on reconnaît qu'il y a un problème, mais à l'époque, on n'en était pas totalement sûr, on n'avait pas assez d'éléments scientifiques, du coup on ne peut pas dire que c'est vraiment eux les coupables. Et le problème de ce genre de situation, c'est que, comme je le disais, les Antilles, c'est les restes de l'empire colonial. En plus de toute cette histoire qui est assez lourde, on rajoute le fait qu'il y a un scandale très identifié, mais qui a un non-lieu. Un non-lieu, c'est terrible, ça veut dire que, voilà, il n'y a pas d'affaire, quoi, en fait. Fini. Chute, la justice ne pourra pas s'en occuper, il n'y a pas lieu d'ouvrir un procès. Ça fait une accumulation de silence, une accumulation d'oubli, une accumulation de fuite des responsabilités de la France vis-à-vis de son histoire et vis-à-vis des conséquences de ses actions. Ce qu'on a vu, c'est que les populations étaient en colère, mais qu'il n'y avait pas eu de mobilisation massive de la population. On peut aller sur le Facebook de l'association Vivre. Vous voyez qu'il y a quand même un appel à la mobilisation. Dimanche 15 janvier 2023, l'association a repartagé une vidéo qui a été produite par Martinique la Première, et on va regarder ça. Les ouvriers agricoles mobilisés après le non-lieu sur l'empoisonnement des Antilles au chlordécone. Une assemblée générale exceptionnelle, aux allures de mobilisation populaire, des paroles de souffrance et de douleur, mais également des paroles de détermination sans faille. Notre collectif appelle donc tous les ouvriers et toutes les ouvrières agricoles empoisonnés par les pesticides et leurs ayants droit à ne pas se résigner. Et à ce jour, plus de 1500 personnes ont été entendues dans le cadre de l'enquête de terrain qu'on réalise et qui doit se transformer en une enquête épidémiologique. Mais le problème étant que l'administration française n'a pas forcément à cœur que cette enquête épidémiologique soit réalisée auprès des ouvriers et des ouvrières agricoles. Donc on assiste à des blocages dont on fait les frais. Canel, c'est une activiste que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Elle est engagée avec les ouvriers agricoles aux Antilles depuis plusieurs années. C'est quelqu'un à suivre sur Instagram si vous cherchez des informations. Quand il y a des mobilisations, le 15 janvier, elle sera sûrement sur place à documenter aussi ce qui se passe. Le arrobase de Canel, c'est Canoubis. Canoubis sur Instagram. De réunir toutes les preuves qui attestent de la commission des crimes d'empoisonnement par la caste dominante Béké avec la complicité de l'État français. Là, elle parle de la caste dominante Béké. Ah tiens, on voit Malcolm Ferdinand derrière. Je l'avais pas remarqué. On parlait de Canel juste avant, qui est co-réalisatrice d'un documentaire qui s'appelle Décolonisons l'écologie. Reportage au cœur des luttes décoloniales et écologistes sur YouTube, sur une chaîne qui s'appelle Décolonisons l'écologie. Il dure 1h43, mais il est assez complet. On va regarder juste quelques minutes. Il y en a marre des béquets, partir. On est en train de puiser
ressources énergétiques sans compter. Le sol est contaminé pour des centaines d'années aussi. La banane est une culture issue de cet empire colonial français. Il faut reprendre le contrôle sur ses décisions, sur son territoire. Les responsables, en fait, étaient les descendants de ces mêmes familles, que c'était toujours la même lignée. On s'ambiance, mais c'est un sujet difficile. Bien que l'histoire de la colonisation soit ancienne, elle reste d'actualité. En 1635, Pierre Belin des Nambucq, un colon français, prend possession de la Martinique au nom du roi de France. La Compagnie des îles d'Amérique, fondée en 1635 par Pierre Belin des Nambucq, fait déboiser la Martinique pour y planter les premières monocultures coloniales, fondant ainsi la propriété privée, fondation de notre société coloniale au sein de laquelle les Békés, descendants des premiers maîtres esclavagistes, possèdent la majeure partie du foncier, leur servant à cultiver canne à sucre et bananes. Je ne vous spoile pas plus le documentaire. Ils reviennent vraiment sur toute l'histoire, comment ça s'est mis en place, et vous allez vraiment comprendre l'articulation qui est faite et pourquoi les gens se mobilisent, et quel est le problème de fond que pose l'histoire du chlordécone et comment c'est lié à l'histoire coloniale. Bon, je vais vous lire un petit peu donc sur Wikipédia le truc de base qui n'est pas le truc le plus précis du monde, mais on va lire sur Wikipédia. L'utilisation du chlordécone aux Antilles françaises a engendré une catastrophe environnementale et un scandale sanitaire pour les populations et les écosystèmes de la Guadeloupe et de la Martinique. Le chlordécone est un insecticide organochloré utilisé entre 1972 et 1993 sous les noms commerciaux de Képone et Curlone pour lutter contre le charançon du bananier. Vilain petit insecte, c'est à cause de toi. Il est interdit depuis 1976 aux États-Unis. Ça veut dire qu'on sait depuis un bon moment que c'est un insecticide problématique, mais dans la Guadeloupe et la Martinique, il va être utilisé jusqu'en 1993. L'autorisation de vente en France européenne est retirée en 1990. Cependant, son utilisation se poursuit dans les Antilles françaises grâce à 2 délais d'1 an à validité nationale obtenue par les producteurs de bananes, puis grâce à un flou dans la législation jusqu'en 1993. Des ventes illégales sont de plus dénoncées après 1993. La vente et l'utilisation du chlordécone aboutissent à de nombreuses plaintes pour empoisonnement, mise en danger de la vie d'autrui et administration de substances nuisibles dont la principale aboutit en janvier 2023 à un non-lieu. C'est ce dont on parle aujourd'hui. En gros, on a des gens, des familles de béquets, des familles d'exploitants des sols de Martinique et de Guadeloupe qui produisent de la banane. Produisent de la banane pour qui ? Notamment pour nous, en France européenne, qui mangeons de la banane avec une idée que la banane c'est un bon fruit tropical qui vient du soleil, qui nous rapporte du soleil. Et donc on mange nos petites bananes et on se rend pas forcément compte qu'en fait pour les produire dans des quantités aussi grandes, il y a besoin d'exploiter massivement les sols et de lutter contre les insectes qui bouffent les cultures, dont le fameux charançon du bananier. Et donc pour maintenir leur empire économique en vie, ces grandes familles qui possèdent les grandes exploitations, elles font pression pour le gouvernement pour continuer à utiliser un produit qu'on sait dangereux. Et donc c'est ça le scandale. On a des gens qui ont fait pression volontairement, qui ont trouvé des moyens juridiques, des moyens politiques, des moyens de lobbying pour conserver un produit toxique. Mais tout le monde fermait les yeux parce qu'on sait que c'était rentable pour ces familles-là, que c'était aussi rentable pour les populations de France européenne. Et donc vous voyez là encore qu'il y a une relation coloniale entre la métropole en Europe et l'outre-mer. Alors, les béquets, effectivement, ils peuvent être soumis eux aussi au sol pollué. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, les béquets dont on parle qui possèdent ces exploitations, c'est des familles assez puissantes qui ont les moyens déjà assez facilement d'avoir de l'eau importée, d'acheter des produits qui viennent pas forcément du sol martiniquais ou guadeloupéen. Eux, ils utilisent le sol à des fins d'exploitation avant tout, pour produire en monoculture un seul fruit qu'ils vont vendre ensuite à l'extérieur, vers la métropole, donc c'est-à-dire vers la France européenne. Mais là où ça touche le plus les gens, c'est justement les gens qui n'ont pas ces grandes propriétés, qui ne sont pas des grands exploitants ou des grandes exploitantes, et qui ont leur petit jardin par exemple, et qui veulent faire pousser des choses pour la population martiniquaise ou guadeloupéenne. Donc si moi, je veux faire pousser quelque chose et que je veux le vendre sur mon petit marché, à cause des grands exploitants qui vendent vers la France européenne, je ne peux pas le faire puisque le sol est pollué et du coup, je me retrouve dépossédé du sol, je ne peux plus penser un retour à la terre, sortir de cette économie, de cette agroéconomie de monoculture, d'exploitation massive. Si je veux revenir au sol, revenir à de la permaculture, revenir à quelque chose de plus sain, manger local, manger les produits qui poussent dans mon jardin, etc., je ne peux pas. Et donc, je dois aller utiliser mon argent, que je gagne peut-être justement en travaillant dans les plantations de bananes, pour acheter des produits qui nous viennent d'ailleurs, puisque le sol de l'île est contaminé et puisque je risque de développer soit moi, soit mes enfants,
sur plusieurs générations, des cancers, etc. C'est assez violent comme situation. Et c'est une situation qui aboutit donc actuellement à un non-lieu, ce qui est terrible. Et c'est pour ça qu'il faut penser l'écologie décoloniale. C'est pas juste un hashtag, c'est pas juste un mot qu'on dit genre écologie décoloniale pour faire stylé. C'est vraiment un truc très très complexe et pour travailler ça correctement, il faut rentrer dans la profondeur historique et la profondeur aussi juste du vivant, comprendre comment fonctionne le vivant. Et comme on parle de vivant, la présence de la molécule de chlordécone dans les sols de culture bananière, y compris ceux qui ont été rendus à la culture vivrière, est à l'origine d'une pollution grave des nappes d'eau souterraines, des végétaux et de la faune. Donc ça pollue tout. Cette pollution continue d'empoisonner les populations locales et provoque notamment une très forte augmentation du risque de cancer de la prostate et une augmentation avérée du taux de prématurité des accouchements. Depuis longtemps, on connaît cette histoire du chlordécone. Et il y avait une vidéo qui est sortie sur le site ina.fr, qui est toujours un bon endroit pour trouver des références historiques et voir comment à l'époque on parlait des sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Et souvent on se rend compte qu'il y a des sujets qui revenaient en boucle en fait. C'est comme si on n'avait pas avancé du tout. J'ai été empoisonné. Et ça me tue à petit feu. On l'appelle le poison des Antilles, le chlordécone. La logique du fric l'a emporté sous la logique sanitaire. Les États-Unis ont alors décidé de l'interdire en 1976, mais en France, il a fallu attendre 1993. Il est relevé en quantité très élevée dans l'eau, au point que la pêche est interdite par endroits. Une étude du professeur Bellepomme vise clairement le chlordécone. Le scandale du chlordécone tombe dans l'oubli, avant de refaire surface en 2018 lors d'une visite présidentielle d'Emmanuel Macron aux Antilles. C'est pas que ça tombe dans l'oubli, c'est juste que les médias n'en parlent beaucoup, enfin n'en parlent pas tout simplement. En fait, c'est le temps médiatique qui se dit on n'en parle plus, jusqu'à ce que la pression populaire soit suffisamment forte pour que ça revienne au devant de l'actualité. On a des nouvelles générations de militants et de militantes, il y a des gens sur place qui se mobilisent depuis très longtemps, et médiatiquement, c'était passé un peu à la trappe. Mais ça revient. Il y avait quelqu'un qui disait dans les commentaires, Mister Clamence, qui disait c'est pas seulement une logique économique, c'est aussi et surtout une logique raciale. Je crois qu'il faut bien le souligner ça. Quand on parle des béquets et de la population contaminée, on voit que les ouvriers agricoles contaminés sont principalement pas des personnes blanches. Et on sait que les béquets, majoritairement, sont des familles blanches qui ne sont pas forcément énormément mélangées avec la population issus de l'esclavage ou issus d'autres migrations ou d'autres mouvements de population, parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent d'Inde, des personnes qui viennent de Chine, etc. Mais en tout cas, effectivement, les personnes qui sont au pouvoir, qui ont les rênes politiques et qui ont la possibilité de faire du lobbying et qui ont la possibilité d'être écoutées pour qu'on conserve un produit aussi dangereux, ce sont plutôt des personnes blanches qui viennent des familles de béquets, et les personnes qui subissent et qui souffrent des conséquences de ces petites filouteries de lobbying, ce sont plutôt des personnes noires ou des personnes non blanches en tout cas, qui proviennent d'une immigration d'exploitation, soit par l'esclavage, soit par les engagés, tout un tas de travailleurs qui sont issus des empires coloniaux et qui ont été amenés pour servir de main-d'œuvre pour l'exploitation. Et donc c'est là que vous voyez vraiment ces questions raciales et questions écologiques et questions coloniales, elles sont liées. Il y a un document, Santé publique France, et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, d'alimentation, environnement, travail, qui est sorti en octobre 2018, une évaluation des expositions à la chlordécone et aux autres pesticides et la surveillance du cancer de la prostate, qui est disponible en PDF sur chlordécone-info.fr. Les points clés de cette étude sont la contamination des aliments par la chlordécone, l'exposition alimentaire et le risque sanitaire qui en découle sont très variables et dépendent notamment des aliments et du circuit d'approvisionnement dans les zones contaminées. La grande majorité des travailleurs agricoles de la banane aux Antilles a été exposée à la chlordécone à l'époque où ce pesticide était utilisé. On parle de 77% en 1989. Dans la population générale de Martinique et de Guadeloupe, l'imprégnation des adultes par la chlordécone est généralisée et contrasté. Ce pesticide est détecté chez plus de 90% des individus. Les niveaux sont contrastés au sein de la population d'études. 5% des participants ont une imprégnation au moins 10 fois plus élevée que l'imprégnation moyenne. Depuis 2003, on observe une diminution de l'imprégnation par la chlordécone pour la majorité de la population, mais le niveau des sujets les plus exposés ne diminue pas. La population générale et les travailleurs agricoles ont été et sont encore exposés à d'autres pesticides toxiques pour la santé. Le cancer de la prostate est plus fréquent aux Antilles qu'en métropole. Les taux élevés sont également observés dans d'autres îles de la Caraïbe et dans la population américaine et britannique d'origine africaine. Après, vous avez plein de trucs avec des belles images pour mieux comprendre un petit peu comment le chlordécone
la chlordécone. À chaque fois, je bug entre le chlordécone ou la chlordécone. Le scandale de la chlordécone. Et vous avez aussi des documents sur quelles parties des îles ont été touchées. Et d'ailleurs, j'avais retrouvé une carte à peu près similaire dans un autre document de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail, ANSES, sur le site anses.fr, une analyse qui s'appelle « Exposition des consommateurs des Antilles au chlordécone, résultat de l'étude Canary », publiée en décembre 2017. Et si vous allez à la page 164 de cette étude, parce qu'on fait les choses précisément, annexe 2, classification des îlots en Martinique et en Guadeloupe. Et là, vous trouvez le nombre de parcelles ou d'îlots qui ont été contaminés à la chlordécone. Et vous voyez que ça représente quand même pas mal d'îlots contaminés. Et voilà, sur une autre carte. Et donc cette contamination, vous savez très bien que la Terre, c'est quelque chose de vivant, donc ça bouge, ça se déplace, enfin, vous pouvez la déplacer. L'eau, elle circule dans toute l'île, dans tous les cas. Donc la pollution, elle n'est pas limitée aux zones rouges en réalité. Maintenant qu'on sait le problème qu'est le chlordécone, et encore, je vous ai fait un rapide survolage, mais vous pourrez aller fouiller avec toutes les sources que je vous ai montrées. On arrive à cette décision qui est donnée début janvier 2023. 16 ans après le dépôt d'une première plainte, la justice a prononcé un non-lieu dans l'enquête sur l'empoisonnement des Antilles au chlordécone. Dans leur ordonnance, les juges reconnaissent cependant un scandale sanitaire et considèrent qu'il s'agit probablement du premier dossier judiciaire à traiter d'une pollution d'une telle ampleur. Tout le monde sait qu'il y a un problème. Tout le monde sait comment le problème a été créé et pourquoi il a été créé. Mais on a réussi à trouver des techniques pour faire genre, on ne peut pas traiter ce sujet. Et ça nous rappelle vraiment l'agent orange. Il y a eu toute une lutte, notamment l'année dernière. Les Américains, ils jetaient un produit toxique sur les forêts au Vietnam pour chasser les rebelles qui étaient cachés, qui prenaient le maquis. Et donc c'est un produit extrêmement toxique qui détruit la forêt, mais qui reste polluant pour des années et des années. Comme pour le chlordécone, en fait, on ne peut pas réellement faire de procès puisque les juridictions, en fait, ont des sortes de petits trous qui font que, voilà, impossible de traiter l'affaire. C'est comme si c'était hors du cadre juridique, mais c'est une affaire coloniale qui concerne la France. Pourquoi ? Parce que si les Américains entrent en guerre au Vietnam, c'est pour prendre le relais de la France. C'était la guerre d'Indochine au départ, la guerre du Vietnam, une guerre d'indépendance contre des colons français. Les Français perdent cette guerre, donc ils sont obligés de donner, entre guillemets, leur indépendance aux Vietnamiens qui se sont battus, et les Américains prennent le relais pour empêcher l'influence soviétique, etc. Tout ça pour dire que, comme dans plusieurs scandales, on parle de non-lieu, on essaye d'esquiver ou le procès dans une affaire qu'on sait être une affaire de pollution coloniale et dont on connaît les responsables. Pour information, en 2019, j'avais eu l'occasion de voir un documentaire intéressant sur un collectif de travailleurs agricoles qui essaye de s'organiser face à la culture intensive de la banane en Martinique. Ça s'appelait 125 hectares de Florence Lazare. Ok. Le non-lieu prononcé par la justice française dans le scandale du chlordécone, pesticide abondamment utilisé dans les bananeraies de 72 à 93, n'en finit pas de faire réagir. 16 ans après le dépôt d'une première plainte, les deux juges d'instruction saisis du dossier ont prononcé la fin de leur enquête qui ne débouchera donc pas sur un procès le 2 janvier. Comme l'a indiqué l'agence France-Presse, les deux magistrates instructrices n'en reconnaissent pas moins que le recours au chlordécone est à l'origine d'un véritable scandale sanitaire sous la forme d'une atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants des Antilles. Dans leur ordonnance, les juges considèrent que le dossier de la pollution au chlordécone, ce monstre chimique, pour reprendre l'expression du député Jean-Yves Ledéo, est probablement le premier dossier judiciaire à traiter d'une pollution d'une telle ampleur, aux effets nuisibles d'autant plus graves et durables pour la santé, la flore, la faune, qu'elle a été provoquée sur un territoire insulaire. Et oui, c'est ça aussi qui est important, c'est que vous faites ça dans un territoire continental. Bon, c'est déjà un problème, mais un territoire insulaire, les gens, ils n'ont pas d'autre choix que d'être sur ce petit carré qui est pollué et dont toute l'eau qui circule sur ce petit carré, enfin je dis carré, vous savez bien que les Antilles n'ont pas la forme de carré, mais sur cette zone de terre qui est polluée et vous êtes comme condamné dans un espace dans lequel l'histoire porte déjà beaucoup de condamnations et il y a la question donc de l'esclavage, la question de la colonisation qui sont au cœur de l'organisation sociale et historique de ce territoire. Et en plus, vous avez ça. Et vous savez que vos enfants, vos arrière-petits-enfants vont vivre avec cette pollution. C'est très lourd. En l'absence de renvoi devant un tribunal, cette ordonnance extrêmement détaillée, durant plus de 300 pages, est un document pour l'histoire, car en proclamant la nocivité du chlordécone, elle sanctionne symboliquement le long déni des pouvoirs publics français. C'est un peu comme quand tu es rémunéré en visibilité. Symboliquement, nous avons dénoncé, mais concrètement, il n'y aura pas de... Voilà, on peut rien faire.
il n'y aura pas de justice, quoi, en fait. Et c'est toujours cette même question de demande de justice. Un déni qui fut assumé par Emmanuel Macron jusqu'en 2019 lors d'une longue rencontre avec les élus de l'Outre-mer. Le président de la République affirma le 1er février, contre toutes les évidences scientifiques, que ce pesticide n'était pas une substance cancérigène. La vidéo accablante est ici. Je vais pas la regarder en entier, sauf si elle dure. Non, on va pas la regarder. Ah, on regarde un petit peu. BFM, j'ai un peu la flemme de cliquer sur du BFM TV, mais quand même, on va regarder un petit peu la tête de notre président. C'est la première fois qu'on prend de face le sujet du chlordécone. Si je dis, je prends la probabilité, je prends tout, enfin, c'est complètement irresponsable. Ça veut dire qu'on ramasse tout. Donc moi, je veux bien. Je souffre. Ouais, on va pas regarder plus de Macron, on l'a assez vu comme ça. Les pièces et témoignages recueillis au cours de l'information judiciaire ont mis en évidence les comportements asociaux de certains acteurs économiques de la filière banane, relayés et amplifiés par l'imprudence, la négligence, l'ignorance des pouvoirs publics. Écrivent aussi les magistrats en conclusion de leur enquête, avant de motiver leur non-lieu par des raisons de droit. Le droit motive le non-lieu. Pourquoi ? Parce que la portée symbolique de la justice pénale dont on attend qu'elle désigne et stigmatise les auteurs de l'infraction a un corollaire, rappelle-t-elle. Celui d'en accepter le cadre strict et les contraintes exigeantes, d'en reconnaître les principes fondateurs et d'en admettre les limites constitutionnelles. Ça, c'est intéressant. Parce qu'en gros, on est dans une affaire, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, qui est un scandale sanitaire, qui a des racines coloniales et donc qui a une charge symbolique très forte. Et en fait, quand les gens qui se mobilisent demandent justice, c'est à la fois une justice dans la légalité, mais aussi une justice symbolique. Des familles de béquets qui ont pu, grâce à leurs privilèges et grâce à l'organisation coloniale des Outre-mer, qui ont pu filouter pour conserver un produit toxique qui allait nuire à la majorité de la population, qui est plutôt une population qui subit cette organisation coloniale. Ce truc-là, symboliquement, on aimerait qu'il soit aussi jugé. Mais la loi française telle qu'elle l'est aujourd'hui ne permet pas de travailler sur cette réparation aussi symbolique. Et du coup, si on se concentre juste sur la loi juridique, et bien là, on manque d'éléments pour ouvrir le dossier. Et ça, c'est vraiment un sujet qui va être intéressant pour traiter d'autres questions de justice et de réparation dans des affaires de racisme ou dans des affaires juste de réparation coloniale, en fait. Comment on repense la justice qu'on veut et comment on crée des institutions qui sont capables de traiter ces sujets. Moi, je suis toujours surpris que la Cour pénale internationale, par exemple, c'est comme une instance supérieure à un État qui peut juger des personnes. Beaucoup de présidents africains sont parfois accusés de crimes de guerre qui ont été jugés par cette Cour pénale internationale, mais ils n'ont pas été jugés par la Cour de leur propre pays. Ils passent sous une juridiction internationale. Et pourtant, des gens comme George Bush ou des gens comme Nicolas Sarkozy, qui ont été impliqués dans des guerres injustifiées et extrêmement meurtrières qui continuent à avoir des conséquences terribles, comme la guerre en Irak ou la guerre en Libye, par exemple, ces gens-là ne sont pas déférés devant une cour pénale internationale. Parce que la manière dont cette cour est constituée fait qu'on ne peut enquêter que sur un type de personne spécifique. Bon, c'est un exemple un peu éloigné, mais il faut repenser des institutions qui puissent prendre en charge ce genre de problématiques spécifiques. Et pour faire ça, il faut qu'on soit plus nombreux et nombreuses à connaître des questions juridiques, qu'il y ait plus de pression populaire pour nous-mêmes mettre en place ce genre d'institutions, pour construire. Et pour ça, il faut qu'on soit mieux renseignés sur ce genre de sujet. Parce que comme ces sujets n'entrent pas dans les juridictions habituelles, on se dit juste non-lieu, donc pas de sujet. Et donc, on va l'oublier d'ici 1 ou 2 ans. Mais comment on fait pour maintenir la pression suffisamment forte pour que ça aboutisse à l'ouverture d'un nouveau type d'institution capable de gérer des problèmes à la fois juridiques comme cela, mais aussi symboliques et qui sont ancrés dans cette histoire coloniale. Une sorte de tribunal post-colonial, mais qui puisse traiter de la complexité des affaires. On n'est pas là juste pour dire méchant colon, tu vas en prison. C'est comment on rentre dans comment est-ce que toi, avec ton statut de colon, tu as pu faire ça. Et là, on rentre dans toute une complexité. Comment l'État a rendu ça possible, qui a bénéficié en fait de tout ça. Bref, j'espère que j'ai pas fait un monologue incompréhensible, dites-moi dans les commentaires. Penses-tu que le rapport de force basé sur le droit soit pertinent ? En tout cas, je pense qu'il va falloir penser des institutions et des outils qui sont capables de travailler ce genre de sujet complexe. Parce qu'on n'en est pas sorti, il va y en avoir d'autres. C'est les premières fois où des gens qui ont subi la colonisation peuvent réussir à construire quelque chose qui traite des injustices qu'ils et elles ont subies. Voyez ? Parce qu'avant, c'était impossible en fait d'arriver à ce niveau de réflexion parce que tu savais que tu n'allais jamais avoir... c'était même pas la peine, toutes les injustices elles étaient commises, il n'y avait rien qui se passait. Maintenant, on commence à se dire, déjà on peut les faire arriver dans l'espace public. Commencer ce travail de réflexion, ça va servir pas que à nous, mais aussi à des générations suivantes, quoi. Le non-lieu repose donc sur 3 arguments. Premièrement, la difficulté de rapporter la preuve pénale des faits dénoncés, commis 15, 10 ou 30 ans avant le dépôt des plaintes. Deuxièmement, le décalage entre la période à laquelle les faits ont été commis
et l'état des connaissances techniques ou scientifiques à la même période, ce qui constitue un problème récurrent dans les dossiers de santé publique et d'environnement, relèvent les magistrates. Et donc là on dit, ouais, ils n'étaient pas totalement sûrs que c'était cancérigène, ils n'étaient pas totalement sûrs que c'était... Donc, on ne peut pas les accuser d'avoir fait exprès, puisqu'à l'époque, ils ne savaient pas. Mais en vrai, on sait qu'aux États-Unis, ça a été interdit depuis longtemps, au moment où c'était utilisé en France. Donc on se doute bien qu'ils savaient qu'il y avait un problème, mais qu'ils l'ont utilisé pour une meilleure rentabilité. La difficulté d'appliquer les textes qui ont évolué dans le temps. Très bien. En raison de la portée de cette décision, Mediapart a décidé de publier en accès libre l'ordonnance rendue par les juges. Et pour accéder directement à la conclusion, il faut se rendre page 316 de l'ordonnance. Et là, vous pouvez lire l'ordonnance de non-lieu. On se croirait un peu dans un truc du FBI, tu sais, genre dossier secret, des parties qui sont en noir pour cacher les noms de famille et tout. Donc, attendez, on a dit page 316. Ah, c'est trop drôle. La conclusion commence par... En une phrase, Malcolm Ferdinand, partie civile dans la procédure, résume le scandale sanitaire du chlordécone et l'impérieuse demande de justice de celles et ceux qui vivent avec la crainte d'être affectés par la molécule nocive, la crainte que l'enfant attendu ou celui qu'on nourrit soit perturbé dans son développement, la crainte de vivre et de travailler sur une terre où les sols et les eaux, la chaîne alimentaire sont contaminés. Je trouve ça intéressant que la conclusion commence par une phrase de Malcolm Ferdinand, mais au-delà du monde caribéen, l'écologie décoloniale, on l'a vu, ça touche la Polynésie, ça touche l'Afrique, ça touche l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, ça touche l'Asie, ça touche en fait tous les continents qui ont été affectés par la colonisation européenne, c'est-à-dire tous les continents, y compris l'Europe. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez apprécié cette matinale? Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller donner de la force, à aller faire des petits commentaires pour que j'atteigne 20 000 abonnés. La dernière vidéo qu'on a faite, c'était sur Tirailleurs. Avec 4 personnes, on a discuté du film. Si vous ne l'avez pas encore vu ou si là vous l'avez vu, vous pouvez regarder ce replay parce qu'on n'a pas trop spoilé. N'hésitez pas à soutenir la chaîne Histoire Crépue via Patreon. Je ferai aussi des ateliers avec du public dans la bibliothèque pour travailler ensemble sur des archives de la collection, pour s'approprier mieux les questions d'histoire coloniale qui nous intéressent. Concernant l'écologie décoloniale, il y a Bamwempan qui fait du bon taf. Alors je connais pas Bamwempan, je vais taper ça. Bah c'est parti, hein. Et bah c'est tout. Ciao, ciao, ciao.